En cette fin de journée d'avril, la température atteint des records. La poussière bouche l'horizon. Il n'y a pas un souffle d'air. Et pourtant, depuis 2 heures, des hommes dansent. La transe les saisit. Ces hommes sont des Bagba, des êtres doués de pouvoirs extranaturels. Certains d'entre eux, dit-on, parviennent même à faire venir la pluie. Chaque année, ici, au Burkina Faso, le manque d'eau se fait cruellement ressentir. Les villageois s'en inquiètent et demandent aux Bagba d'intervenir. Alors, les Bagba déploient toutes leurs forces pour que tombe la pluie. La communauté des Bagba vit au nord-est du Burkina Faso, dans une région proche du Mali et du Niger, autant dire très proche du désert. La sécheresse menace toute une population, tout un mode de vie. Alors, chaque année, la responsabilité des Bagba est un peu plus engagée. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, le village de Boala fait partie des régions les moins favorisées. Le revenu par tête d'habitant n'atteint pas les 100 € par an. Ici, chacun vit dans un monde de débrouille, pour ne pas dire de survie. Chaque objet récupéré peut devenir une marchandise commercialisable. Les prix augmentent. 10 € le quintal de maïs, un prix ridicule en Europe, mais déjà un achat important pour nourrir 6 personnes pendant 1 mois. À regarder en détail, on comprend mieux la précarité de la situation. Une dizaine de puits en tout dans le village, pas d'électricité, ni au marché, ni dans les maisons. Les innombrables sacs en plastique sont enlevés par le vent et le système d'évacuation des détritus est assuré par une horde de vautours à l'affût du moindre déchet comestible. Entre espoir de vendre un peu plus et risque ensuite de ne plus avoir assez, la bonne humeur ambiante masque un malaise palpable. Une question se pose. De quoi sera composé le lendemain de chacun ? Alors, le moindre acquis nécessite un gros effort. Le moindre projet devient un rêve, souvent inaccessible. Des années passées face à cette évolution sans retour font perdre leurs repères habituels aux villageois, à les éviter ou à les oublier. Hache sur l'épaule et sac de cuir en bandoulière, un vieil homme se promène hors du village. Il est un des plus hauts responsables du village. Et ses responsabilités deviennent aujourd'hui écrasantes. Je m'appelle Segamono Menga, chef de terre à Boala. Je suis un Thibaut de Soba, le dépositaire des traditions du village. Un Thibaut de Soba détient son savoir et ses pouvoirs directement de ses ancêtres. Ici, tous les autres responsables sont nommés ou élus, mais moi, pas. Le rôle de Thibaut de Soba remonte à de lointaines générations, à l'époque où les gens s'inquiétaient quand il y avait des épidémies ou un malheur dans le village. À la mort d'un Thibaut, un homme se sent tout d'un coup investi de ses pouvoirs, et il endosse cette fonction. Chez nous, le père de mon arrière-grand-père, mon grand-père et moi, nous sommes des Thibauts de Soba. Ça s'est passé comme ça, de génération en génération. Je pratique l'agriculture et un peu l'élevage. C'est l'agriculture qui me nourrit, avec ma famille. À la saison des pluies, je viens ici avec ma femme et mes enfants, et nous travaillons au champ. Cultiver la terre dans un tel environnement. Un défi constant face à cette nature ingrate qui ne cesse de s'appauvrir. Ce que l'on nomme un champ ici tient du pari sur l'avenir. Un pari que l'on ne peut pas toujours gagner. Le manque de pluie est une angoisse pour tout le monde.
Nous manquons de moyens face à ça, mais nous ne pouvons rien faire. Souvent, on voit les causes de nos malheurs, mais on ne sait pas y remédier. S'il y avait de l'eau, la population pourrait maraîcher et nous pourrions résoudre les problèmes de nourriture en période de sécheresse, entre le mois de mai et le mois d'août. Quand la pluie s'arrête, on me dit « Arrête-toi de travailler, viens implorer le Dieu pour que la pluie revienne ». Alors je réunis tout le monde et nous faisons des sacrifices. Et si la pluie tombe de nouveau, alors je reprends ma hache et je repars travailler. Nous avons un barrage par ici. Il y a quelques années, le membre d'une mission est venu me demander à quel problème était confronté le village. Moi, en tant que responsable coutumier, le premier problème que j'ai soulevé, c'était celui de l'eau. Les gens ne pouvaient aller au puits qu'entre 8h et 16h pour avoir quelques litres d'eau, pour boire, se laver ou abreuver les animaux. Quelques années plus tard, le barrage a été construit. C'est grâce à moi que ça a pu se faire. Le problème aujourd'hui, c'est que le barrage perd beaucoup d'eau. Et il y a en plus beaucoup de sécheresse. Si on arrive à le réparer, la population pourrait en profiter un peu plus. Mais de nos jours, les villageois se moquent de la ville de Boala. Lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, ils ne participent pas. En plus, les troupeaux viennent de tous les villages environnants. Et leurs propriétaires se fichent de résoudre le problème du barrage. Ils amènent le bétail, le laissent s'abreuver sans tenir compte du manque d'eau ou des autres troupeaux. Quand des problèmes font appel à de l'argent ou à un besoin d'argent, les gens deviennent tous fous. Ils m'ont accusé d'avoir échangé mes fétiches et d'avoir gagné de l'argent avec le barrage. Alors aujourd'hui, quels que soient les développements à prévoir pour le village, moi je ne bougerai plus. Le Thibault ressent une sorte d'amertume, même s'il essaie de le cacher. Il n'a pas tort, car l'enjeu pour l'avenir est de la plus grande importance. Pour le comprendre, il suffit de monter à quelques dizaines de kilomètres plus au nord, à seulement 70 km à vol d'oiseau. Ici, le décor bascule progressivement vers ce que l'on appelle un paysage pré-sahélien. Par endroits, le sable a remplacé la fine couche de terre arable entre les arbres. La température s'élève encore un peu plus, pour atteindre les 65 degrés dans la journée. Ici, on parle encore de points d'eau, de marigots, de puits. Mais s'agit-il de termes appropriés? Le marigot est devenu une immense flaque de boue très liquide, dans laquelle chacun trouve à peine ce dont il a besoin. Sans évoquer le mot hygiène pour définir ce milieu, on peut penser que le mot salubrité ne convient pas non plus. Dans quelques rares coins du marigot, des cultivateurs parviennent encore à maraîcher. L'irrigation serait une vue de l'esprit en cette saison. Alors, c'est à la main, mètre par mètre, qu'il faut arracher à la terre ce dont on a besoin. Si la couche de terre fertile était épaisse, il serait possible de resserrer les graines et les semences. Mais ce n'est pas le cas. Une solution consisterait à étendre les champs, mais c'est impossible. Car la démographie galopante oblige les parents à partager leurs terres entre des enfants de plus en plus nombreux. Alors, chaque lopin de terre suffit à peine pour faire vivre les héritiers. Pire encore, le sable avance ici, inexorablement. La dune menace les premières maisons du village que les habitants ont déjà désertées. Dans quelques années, ou plutôt quelques mois, le village commencera à disparaître. Difficile de mettre en place un système de protection ou de retenue. À chaque souffle, le vent du nord apporte des centaines de tonnes de sable stérile. Le paysage change, les habitats aussi. Paradoxalement, des nomades descendus du Sahara trouvent ici un environnement plus clément qu'à leur habitude. Les images sahariennes remplacent progressivement les images sahéliennes habituelles au Burkina Faso.
Un autre mode de vie s'installe peu à peu, comme les prémices de ce qui guette les populations de la région. Combien de temps faudra-t-il au désert pour parcourir les quelques dizaines de kilomètres qui le séparent encore de Bohala? Le Thibaut de Soba est bien conscient que la situation est mauvaise. Le niveau des eaux, la chaleur écrasante, la poussière, les vents de sable et surtout, aucune chute de pluie depuis 3 mois mènent Bohala à la catastrophe. On dit qu'au fil des siècles, les coutumes et les mystères de l'Afrique ont doté les hommes de pouvoirs extranaturels et l'on prête au Thibaut de Soba de telles facultés. Les villageois ont parfois critiqué le Thibaut. Ils l'ont même accusé d'avoir gagné de l'argent sur leur dos en faisant construire un barrage et une école. Mais il veut agir. Lui, l'héritier de toutes les sagesses et de tous ces pouvoirs venus des ancêtres, n'a pas le droit de laisser les choses en l'état. Le brave bonhomme va prendre une décision pour le bien de tous. Le Thibaut appelle l'un de ses fils. En le voyant arriver, le vieux ne peut s'empêcher de penser qu'à sa mort, ce fils deviendra un Thibaut. Alors, il lui glisse quelques mots avant de lui confier une mission. Il y a trop de vent et de poussière en ce moment. Quand on dit aux gens de respecter les traditions, ils s'en moquent et ils te diront que les traditions sont caduques. Ce sera difficile pour toi, parce qu'ils ne t'écouteront pas, mais tu devras agir quand même. Va dire au Bagba de venir, et va aussi chez le forgeron pour me faire une hache, avec 3 bagues, comme celle-là, pour que je puisse faire des sacrifices et pratiquer nos coutumes. Ce sera mieux pour nous tous. La valeur d'un Thibaut, mon fils, c'est sa mémoire. Si tu gardes la mémoire et le savoir de tes ancêtres, tu conserveras aussi nos pratiques. Le vieux est inquiet. Il sent que les temps ont changé, que le village n'est plus du tout le même. Pourra-t-il encore une fois être utile à quelque chose? Le fils du Thibaut arrive chez le forgeron. Cet artisan est le seul habilité à fabriquer les objets en métal. Tout ce qui coupe, creuse, sonne ou tranche sort de sa forge. La hache est remplie d'une force. Elle est d'abord fabriquée par le forgeron, mais ensuite, nous la chargeons de pouvoirs magiques en l'emmenant en brousse pendant la nuit. C'est un don de Wende, de Dieu. Quand il y a un problème de santé, on fait des sacrifices avec cette hache. Si un individu provoque un malheur, il devient une nuisance pour notre société, nous pouvons le tourmenter avec cette hache. Nous ne faisons pas le mal gratuitement. Quand un homme enlève la femme d'un autre sans raison, nous agissons grâce à cette hache. Lorsque quelqu'un commet un acte grave et qu'il n'a plus de raison de vivre ici, nous le combattons et nous le chassons avec la hache. Ça, ce sont les pouvoirs de la hache. À partir d'un bout de métal récupéré et en quelques dizaines de minutes, le forgeron a façonné le tranchant avant de l'adapter sur un manche aux formes plus que centenaires. Grâce à des méthodes qui feraient pâlir un forgeron moderne, l'artisan a réalisé un bel outil. Mais surtout, il a forgé le nouvel insigne du pouvoir d'un vieux chef de terre. Accompagnés par l'assistant du Thibaut, 2 Bagba ont répondu à la convocation. Les Bagba, des personnages énigmatiques,
auquel le village prête d'énormes pouvoirs. Chaque Bagba est censé posséder un don, soigner un mal précis ou faire une divination, voire même provoquer la venue de la pluie. Chacun de ces dons leur vient à la mort d'un de leurs parents. Ils en deviennent possédés jusqu'à leur mort et le transmettent alors à un descendant. Après les salutations d'usage, le Thibaut explique ce qu'il a constaté et demande aux Bagba leur appui et leur avis sur ce qu'il convient de faire. Le Thibaut sait que les Bagba ont une grande influence sur le village, que les habitants croient presque aveuglément en leur pouvoir. Autant de compétences cumulées dans presque tous les domaines de la médecine, de l'exorcisme, de la magie blanche et la divination laisse peu de chance à la population de consulter ailleurs que chez un Bagba. Le Thibaut de Soba ne peut donc pas faire sans les Bagba. Les Bagba font une donation au Thibaut et prennent congé. Ils ont décidé de ne rien décider pour l'instant et de consulter les autres Bagba de la région. À l'annonce de cette décision, le Thibaut ne semble pas vraiment rassuré quant à la suite des événements. En tant que responsable coutumier, il connaît la complexité des rites et les difficultés pour les appliquer. Il se demande peut-être quelle superpuissance divine a irradié ce petit coin de l'Afrique, à tel point que de telles forces existent avec autant de pouvoir en un même lieu. Le Thibaut décide donc de préparer lui aussi les rituels nécessaires à la situation. Lui qui est le gardien des grands fétiches du village, ces deux symboles mâle et femelle ancrés dans le sol, qui relient les vivants du village à leurs ancêtres, souhaite faire son possible pour aider le village. Avant que les cérémonies ne se déroulent, il est une chose que le Thibaut de Soba doit absolument faire, renforcer ses pouvoirs un peu plus encore. Et pour cela, le vieux se rend chez le cordonnier. De sa sacoche usée, il sort une torsade de fil qu'il confie au cordonnier. La torsade doit être incorporée dans un bracelet que lui seul est habilité à fabriquer. Dans la plupart des pays d'Afrique, certains métiers font l'objet d'un statut à part. Traiter le cuir, manipuler le fer, sculpter le bois, recèlent encore une part de mystère, à tel point que ces artisans sont considérés comme des êtres différents. En fait, leur savoir a pour origine des artisans venus jadis des contrées lointaines qui leur ont transmis leur technique. Aujourd'hui encore, ces artisans exercent une fascination. Avec une technique d'une rusticité rare mais efficace, le cordonnier s'acquitte de sa tâche en quelques minutes. Le Thibaut glisse le bracelet à son poignet contre les deux autres. Mais ce n'est pas pour autant que le bracelet recèle des pouvoirs. Cette nuit, selon un rite dont lui seul a le secret, le Thibaut donnera la force nécessaire au nouvel accessoire. Le Thibaut a ses habitudes et ses obligations. Lors des jours de marché, il se rend sur la place centrale. Il s'installe sous un abri qui lui est réservé, à proximité de l'effervescence. Car il n'a pas le droit de se mélanger à la foule. Juste celui de rester à proximité et d'observer. Alors le Thibaut observe et réfléchit. Avec le temps, il a appris les raisons de tout ce désordre. Il n'a pas de rancœur ou de regret. On sent juste dans ses propos un arrière-goût d'amertume.
Les gens ne respectent plus les interdits. Contourner les fétiches, ne pas couper les arbres sacrés. Ils pensent que ce sont des idées d'arrière-garde, dépassées. De ce fait, les vieux ont arrêté les pratiques coutumières et c'est comme ça qu'est arrivée la poussière. Si les gens respectaient les interdits, il n'y aurait pas de vent ni de sécheresse. Les gens sont trop embrouillés dans leur tête, ils ne savent plus que faire. Autrefois, les gens ne commettaient pas d'actes sexuels en plein air. Aujourd'hui, les jeunes le font et cela fait disparaître la puissance des ancêtres qui résident dans la terre. On ne doit pas commettre d'actes sexuels dans la brousse, comme un animal. Aujourd'hui, les jeunes le font. Et nous, les vieux, nous perdons ces forces. Nous devenons impuissants. Et les enfants abandonnés. Il y a des séparations car le garçon n'aime plus la fille. Ça, c'est ignoble. Est-ce que l'on peut abandonner un enfant pour ça? Est-ce que jeter un enfant permet de développer un village? Non, ça le détruit. Une personne est une personne. Le manque de respect envers le genre humain aussi nous interdit. Ces coutumes plus que centenaires ont longtemps été respectées. Elles ont maintenu ensemble toute une population. Mais combien de temps cela durera-t-il? La première démarche des Bagba va vers une autre autorité du village. Monsieur le maire, qui doit être tenu au courant de tout, doit superviser tout ce qui se passe à Boala et donc doit donner son autorisation pour toute forme de cérémonie. La visite est très protocolaire. Les Bagba ne regardent pas le maire en face, par respect, mais aussi peut-être pour ne pas risquer de capter son esprit. On prête aussi ce pouvoir-là aux Bagba. Le maire donne son accord pour la cérémonie. Il ne peut refuser cela aux Bagba. Mais la tradition est respectée. Les Bagba de la région se retrouvent au marché pour se consulter. Ils doivent décider entre eux ce qu'il convient de faire pour aider le village et le Thibaut de Soba. Le mot Ouende signifie Dieu. Ouende est le chef des Bagba de la région. Il explique ce qu'est un Bagba. Je suis un Bagba. Mon père était un Bagba et j'ai fait comme lui. J'ai emprunté la même voie. Le travail d'un Bagba consiste à aider la population, à soigner les enfants, les troupeaux. On ne peut pas être Bagba du vivant de son père. C'est à sa mort seulement que l'on peut le remplacer. Mais chacun de nous a un don différent. La transe, c'est tout le secret pour un Bagba. La transe nous donne l'occasion d'accomplir le rite, mais surtout l'obligation de le réussir. Les interdits sont nombreux pour un Bagba. D'abord, un Bagba ne doit pas expliquer ou répondre aux questions. Notre don nous tombe dessus à la mort de notre père. Nous-mêmes, nous ne savons pas expliquer ni comment notre pouvoir existe, ni pourquoi le rite s'accomplit. Alors, parler de ce que l'on ne connaît pas, ce serait mentir. Le Bagba ne doit pas être parmi les femmes, ni parmi les enfants. Il doit trouver des endroits où il peut accomplir son rite sans se mêler à la foule. Le Bagba n'aime pas l'influence des femmes et des enfants, ni des étrangers. Un Bagba ne fait pas la cour à la femme d'autrui. S'il le fait, il détruit son pouvoir. Il ne doit pas non plus effectuer de rite sans une contribution financière extérieure. Une personne extérieure ne doit pas se mettre au milieu d'une cérémonie. Autant dire que les cérémonies sont réservées à la communauté locale et qu'assister à ce rite relève de l'exploit ou du mythe. Les Bagba ont décidé de sacrifier 2 chèvres ainsi que des poulets blancs et des poulets rouges. Si le choix de la couleur du plumage est essentiel au bon déroulement du rite, la négociation du prix des poulets participe largement à la réussite de l'opération. Les Bagba choisissent et négocient avec soin, et les assistants enlèvent sans délicatesse, payent et emportent les victimes désignées. Reste à choisir la meilleure occasion pour exécuter le rite. Or, il se trouve qu'un Bagraba, un rassemblement de Bagba, doit se dérouler dans quelques jours.
Les Bagba ont besoin d'accessoires pour participer au Bagraba. De grandes clochettes à la forme pointue qu'ils porteront et feront teinter au cours de la cérémonie. Le forgeron cale un bout de métal de récupération entre deux arbres de roue largement modifiés qui deviennent tour à tour enclumes, masses ou gabarits. En quelques dizaines de coups de marteau, le forgeron réalise les objets qui serviront de véhicules sonores à la cérémonie. Les préparatifs arrivent maintenant à leur terme. Reste un résultat à obtenir. Faire venir la pluie le plus tôt possible. Les intentions des Bagba sont louables. Mais est-ce que cela sera suffisant? À quelques centaines de mètres de là, le Thibaut de Soba a fait préparer des offrandes pour célébrer un rituel à sa façon. Le succès du rituel repose sur la précision du geste, la position des haches, l'ordre dans lequel est effectué le cérémonial. Un héritage centenaire qu'il faut maintenir, un savoir-faire qu'il faut préserver, un pouvoir qui ne doit pas disparaître. Seganomo Menga récite une prière dans laquelle rien ni personne ne sera oublié. Pas de formule magique, pas de langue mystérieuse dans ses propos, simplement des souhaits de prospérité pour le village. Un vœu pour la réparation rapide du barrage. Un espoir pour que les vents de sable s'arrêtent, pour que les nuages reviennent au plus vite, pour que la pluie tombe, pour que la santé de tous soit la meilleure possible. À peine le poulet égorgé, un vieux s'écrie. Ce qui signifie que le geste du Thibaut a réussi, que ses vœux seront exaucés. Le Thibaut sacrifie un second poulet de couleurs différentes et verse son sang sur le haut de sa hache. Une offrande aux ancêtres avec lesquels il est en contact à cet instant. Le Thibaut n'en a pas terminé avec sa cérémonie. Comme son vœu est immense, il a dû acheter un bouc afin que son offrande soit au niveau de son espoir. Le bonhomme n'en a pourtant pas vraiment les moyens. Mais il accepte de bonne grâce de rendre au village ce que parfois le village ne lui a pas donné. Une fois les sacrifices terminés, le vieux plume lui-même les poules pour faire une dernière offrande sur la lame de sa hache. Les enfants profitent de l'aubaine pour récupérer les volailles et le bouc sera réparti entre les gens du quartier. Le Thibaut allume un feu à la manière traditionnelle, envoie la fumée aux 4 vents, avant de laisser les gamins préparer ce repas imprévu. Le vieux ne dira pas qu'il a confiance dans les Bagba. Il ne dira pas le contraire non plus. Mais des années d'expérience et l'immense savoir des Thibaut de Soba, ne doit-il pas toujours se mettre au service de la communauté? Le Thibaut de Soba en a terminé avec le rituel auquel il tenait tant. Il rentre chez lui avec l'espoir que tous ses efforts conjoints suffiront pour assurer un bon hivernage et de belles récoltes. Il ne peut pas faire grand-chose de plus. Le Bagba Ouende est bien conscient de l'importance de la cérémonie à laquelle il va participer. Et ce, d'autant plus que de nouveaux Bagba seront intronisés à cette occasion. Ouende est l'un des derniers capables de fabriquer cette lourde coiffe de cuir ornée de cauris.
Mon père fabriquait déjà des masques. Moi, en le regardant, j'ai acquis la maîtrise de la couture. Grâce à ça, je peux vivre et aider ma famille. Cette année, c'est mon deuxième masque. Je ne peux pas en faire plus car c'est très difficile. Il me faut 3 ou 4 mois pour en faire un. Et comme je vois de plus en plus mal, c'est encore plus long. Tant qu'un Bagba ne possède pas de masque, il n'est pas content. Ce n'est même pas un vrai Bagba. Mais c'est une obligation pour tout Bagba d'en acquérir un. C'est pour ça que je fais mon travail. Ça coûte très cher. 300 €. C'est un Bagba de village de Boala qui m'a commandé ce masque. Quand j'aurai fini de confectionner celui-là, il va me donner une femme. Une femme, c'est 600 €. Mais comme une demi-femme, ça n'existe pas, il va me donner une femme entière. Un de mes enfants apprend. Je regarde mon père faire. Ça m'apprend, mais je ne maîtrise pas encore complètement. Je sais faire une partie du masque, mais pas tout. Je ne sais pas prendre les mesures exactes ou tailler le cuir. À cet instant, la coiffe destinée au nouveau Bagba n'est qu'une superbe pièce de bosserie. En quelques heures, elle deviendra un Zohabga, l'oiseau mythique intermédiaire entre les hommes et les dieux, le signe de la toute-puissance du Bagba. Le Bagba Ouendé a soigneusement plié le masque de son client. Il doit rejoindre les autres Bagba qui se sont rassemblés pour les derniers préparatifs. Les Bagba d'une région se réunissent souvent dans les villages pour apporter santé et chance aux villageois. Ils interviennent aussi personnellement à leur demande pour soigner les maux du corps et de l'esprit. Mais cette année, la réunion est exceptionnelle, car il s'agit de Bagraba, un rituel qui n'a lieu que tous les 3 ans. Le village est en ébullition. Les femmes, prévoyantes et malines, ont préparé des centaines de litres de dolo qu'elles vendent à la calebasse ou par jerrycan entier. Le dolo, cette bière de mil au goût frais et acidulé le matin, devient au fil de la journée un breuvage qui éveille les esprits et les idées, au sens le plus large du terme. Il n'y aura rien de trop pour mettre en condition intervenants et spectateurs. Alors, les femmes ont improvisé ce petit trafic très lucratif. Le Bagba Ouendé a rejoint les autres Bagba sur l'aire de célébration. Ils conversent en attendant que la chaleur et la lumière descendent. Par instant, Ouendé donne les dernières consignes à ses confrères. Lorsque ce ne sont pas des ordres, c'est indissociable de son caractère. La mission de chacun sera très éprouvante. Il faudra se donner en totalité pour que les vœux de tous soient exaucés. Pendant que les Bagba d'expérience se préparent dans le calme, il en est d'autres qui sont loin d'avoir la même assurance. Les futurs intronisés qui doivent revêtir leur costume pour la première fois. Et l'ambiance dans la case est d'une toute autre nature. Ce jeune homme s'est révélé être l'héritier des dons de son père. Ce don aurait pu tomber sur l'un de ses frères ou sur une de ses sœurs. Mais il s'est reconnu et s'est désigné. Dès lors, il se devait d'être un Bagba à son tour. La tradition veut que si l'on a un don hérité de son parent, si on ne l'exerce pas ou si on le cache, la mort guette le tricheur. Les Bagba tirent leur force et leur pouvoir de leur communication avec leurs ancêtres. Mais les conséquences sont imprévisibles pour eux-mêmes. Deux manières différentes permettent aux Bagba d'exploiter leurs dons.
entrer en transe à la fin d'une danse avant d'exprimer la parole des ancêtres, ou la prédiction de l'avenir au travers d'objets et de pratiques qui varient selon les dons de chacun. Et dans chaque cas, le Bagba ne garde pas le contrôle de sa force. Telles sont les seules certitudes que l'on peut avoir quant au pouvoir des Bagba. Le reste est affaire de croyance, de pratique, de confiance et de réputation. Le futur Bagba a été chargé d'amulettes et de gris-gris hérités de son père ou fabriqués par lui-même pour l'occasion, ou encore prêtés par d'autres afin d'accroître sa force pendant cette journée. Car le futur Bagba va passer une journée éprouvante. À l'extérieur du site où doit se dérouler le Bagraba, les choses s'organisent. Il faut recevoir dignement les hôtes de marque qui sont les invités de la commune ou des familles. Comme une contribution est indispensable pour consulter un Bagba, il faut aussi trouver les offrandes indispensables que chaque participant doit offrir pour accomplir un vœu, pour tenir une promesse. Alors, toute une petite économie s'est organisée autour de la fête. À proximité de la place centrale, une part importante est réservée aux plats et ingrédients spécifiquement utilisés pendant la célébration. Poussins grillés, sauces, riz bouilli et bien sûr le tau, cette épaisse purée de mil qui constitue la base de l'alimentation. Les ancêtres, eux aussi, doivent être pris en considération. La part belle est faite au dolo qui ne cessera de couler sous forme d'offrande ou de remontant pour tous. Les villageois commencent à affluer vers la place centrale car les premiers événements importants commencent à se dérouler. L'événement est rare et important. Les anciens sont déjà installés autour de la place centrale. Les visages sont graves car les gens de cette génération sont convaincus qu'avec l'intervention des Bagba, beaucoup de choses peuvent changer par ici. Les regards ne sont pas encore tournés vers le cœur du rituel. Au centre de la place se tient le grand fétiche mâle, le tubo. Ce cône de pierre, déjà partiellement recouvert de gris-gris, matérialise le centre du Bagraba. Il constitue le lien des vivants vers l'au-delà, ou plutôt vers l'en-deçà, puisque les défunts résident dans la terre. Au fil de la journée, le tubo se couvrira de demandes de chacun sous la forme d'un don ou d'un rituel immuable. L'un des chefs de cérémonie s'avance vers le tubo. Il porte le sac de cuir que tout Bagba doit garder sur son épaule. Il a choisi un poulet noir et blanc pour accomplir son rite. L'homme prend le tubo à témoin et lance une incantation. Pendant un court instant, le poulet reste sans réaction, ce qui n'est pas un bon présage. L'homme ne doit le lâcher qu'une fois le sang du poulet versé sur le tubo et après que l'animal aura réagi au terme du cérémonial. Quelques secondes plus tard, le poulet se débat enfin. Le rite est réussi. Des anciens sont assis autour du chef du village. Celui-ci indique peut-être déjà que les auspices sont favorables pour que la pluie arrive grâce au Bagba. C'est alors qu'un Bagba revêtu d'un chapeau rose se présente devant les anciens. Elle est une femme Bagba. Elles ne sont pas rares dans la région. Même si elles sont douées d'un pouvoir comme les hommes, leur statut est bien différent. Souvent recluses, menant une vie d'abstinence, les femmes Bagba disposent d'une vie à part. Timidement, la femme a pris place auprès de ses aînés et on lui sert le dolo. Et en versant quelques gouttes au sol, elle honore les ancêtres et boit.
Mais elle ne dira pas grand-chose au cours de cette invitation. Le moment est venu pour les deux jeunes Bagba de sortir de la case où ils se sont apprêtés. Ils doivent maintenant revêtir leur coiffe, signe qu'ils sont enfin de vrais Bagba. Un assesseur présente la coiffe aux 4 points cardinaux, signe de la communion des Bagba avec les éléments qui les entourent. Puis il pose le zohabga, la coiffe, sur la tête du premier. L'homme est comme saisi d'une paralysie. L'assesseur maintient la coiffe en place jusqu'à ce que l'homme pousse le zarazoé, le cri du Bagba. Un vieux lui lance alors un ordre en français, « Paix, la paix ». Quelques instants plus tard, le rituel se renouvelle pour le second Bagba. Dès que la coiffe touche sa tête, l'homme est pris de convulsions nerveuses. La communauté vient d'accueillir 2 nouveaux membres. Le chef de cérémonie, assisté d'un Bagba, honore le tubo en lançant symboliquement un nectar sur le fétiche. Le geste est renouvelé 3 fois avant que les 2 hommes y déposent les offrandes. Mais les ancêtres ne se repaissent que de l'essence des offrandes et la nourriture sera immédiatement redistribuée aux participants. Le tubo a été honoré. L'assistance devient de plus en plus attentive. Tous les Bagba réunis sont maintenant prêts pour que se déroule la célébration. Et les tambours se déchaînent. À quelques mètres de l'endroit où ils ont été intronisés, les 2 jeunes Bagba dansent avec leurs aînés autour de la hache de l'un d'entre eux. Cette hache est un signe distinctif du rang de Bagba et du pouvoir de ces hommes. Aucun d'entre eux ne saurait s'en séparer. Les jeunes sont dirigés vers la place centrale où se tient le tubo mâle lorsqu'un homme interpelle un Bagba et lui demande de visiter sa case. Son enfant a des problèmes.
Le Bagba s'approche avec méfiance, puis se recule, lorsqu'un autre Bagba tombe à la renverse, saisi de convulsions. L'un des doyens, apparemment doué d'un grand pouvoir, s'approche à son tour. Mais il se détourne du lieu avec mépris. Le mal qu'il constate ne doit pas être de son ressort. L'un des Bagba s'adresse alors au propriétaire, lui dit que l'enfant est en grand danger. Il lui enjoint de sacrifier immédiatement un poulet. Le cortège parvient enfin sur la place centrale. Tout le village est littéralement entassé autour du fétiche. Les tambourinaires prennent alors un rythme sans grande variation. Les Bagba ont saisi leurs clochettes et suivent le tempo inlassablement. La danse autour du fétiche ne s'arrêtera que lorsque l'un d'entre eux entrera en transe. Est-ce le tintement des clochettes durant des heures qui brouille l'esprit? Est-ce le battement des pieds sur le sol qui appelle les ancêtres? Est-ce le choc des tambours qui prend possession des corps? Est-ce que tourner sur soi-même entraîne des visions? Nul ne peut en être certain. Mais après de longues minutes, les Bagba commencent à s'agiter. Les ancêtres vont-ils enfin parler? L'un des jeunes est pris de spasmes. On le saisit rapidement pour l'empêcher de tomber. Quelques secondes après, un autre le suit. Les assesseurs vont de l'un à l'autre pour s'assurer qu'il ne se blesse pas. Un vieux passe de groupe en groupe avec du dolo qui calme les esprits. Le jeune ne se remet pas. Les femmes déploient de longs tissus autour de lui et on lui couvre la tête. Le nouveau Bagba a-t-il parlé? Seuls les plus anciens le sauront. Les villageois sont maintenant réunis autour du Bagba Wende. Wende fait entrer dans le cercle des Bagba le jeune homme pour lequel il a confectionné le masque. Le petit groupe entame la même ronde, accompagné par le même genre de tambour. Mais Wende sait que l'enjeu de cette danse est important, pour ne pas dire vital. Wende pense qu'il est capable de faire venir la pluie. Il en est même certain. Pour cela, il lui faudra faire un effort immense pour que le vœu de toute la communauté trouve, une fois encore, sa réalisation. Wende tournoie, s'agite, tourne sur lui-même pour trouver sa force. Et soudain, le jeune Bagba perd connaissance. Bientôt suivi par un autre qui ne tient plus sur ses jambes. Un troisième homme entre en transe, avec une violence difficilement contenue.
Et c'est au tour de Wendé de perdre la raison. Les hommes sont en communion avec des forces qui les possèdent pendant un instant. Pour que la pluie revienne, ils se sont un peu sacrifiés. Mais leur vœu le plus cher va-t-il devenir réalité ? Wendé est épuisé. Il mettra 2 jours à se remettre de cet état. Les Bagba continueront à immoler des poulets et des boucs jusque tard dans la nuit. Ils n'auront de cesse de danser pour que leurs vœux se réalisent. Une question de puissance, certes. Une question de prestige aussi. Toutes ces suppliques seront-elles suffisantes? Empêcheront-elles le vent de sable de venir du nord? Freineront-elles les dunes qui menacent à quelques kilomètres d'ici? Appelleront-elles les jeunes générations à respecter les interdits? À suivre la tradition qui a sauvé les hommes dans le passé? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, les hommes ont fait leur possible pour que tombe la pluie.